Ça y est, c'est fait. Après un suspense digne des meilleures séries Netflix ou Disney+, le PSG est devenu ce week-end champion d'automne. Sur le terrain pourtant, la soirée parisienne à Lens samedi n'a pas convaincu grand monde. Les Parisiens sont parvenus à repartir avec un point du Stade Bollaert, certes grâce à un but dans les dernières minutes de Wijnaldum. Quel premier bilan tirez-vous de cette quasi-première partie de saison parisienne? A-t-on toujours affaire à un potentiel futur champion d'Europe? Vincent Duluc. Ta question est provocatrice. Là, on voit pas le sous mon masque en fait. On l'entend un peu. On l'entend un peu, mais il faudrait que j'enlève le masque pour qu'on voit bien que je fais non, je fais parce que ça fait bientôt 1 an que Maurizio Pochettino est là et qu'on n'a pas vu le PSG avancer d'1 centimètre. Parce que cet été, il y a eu un recrutement galactique avec Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi. Et qu'on voit pas les progrès du PSG, que Paris est pas plus fort qu'avant. En championnat, il a beaucoup plus de marge qu'avant, mais il se passe pas grand-chose dans son jeu. Si Mbappé est pas sur le terrain, les défenses s'amusent parce que tout le monde veut le ballon dans les pieds, personne le demande en profondeur. Il faut que Mbappé soit là pour que ça perturbe une défense. On l'a vu avec Lens. Et même, c'est pas seulement sa passe décisive qui a perturbé Lens, c'est le fait qu'il soit là et que tout d'un coup, il fallait surveiller tout le terrain au lieu d'être tranquille face au mec qui marchait. Donc pour l'instant, je vois pas comment, avec cet entraîneur et avec cet état d'esprit et avec ses relations techniques, je vois pas comment le PSG pourrait aller chercher la victoire en Ligue des Champions, mais elle vient parfois quand on l'attend pas, donc je me méfie aussi de ça. Écoute, moi samedi, je trouve qu'on a eu 2 oppositions de style de football et franchement ça a fait du bien, et c'est un abonné du Paris Saint-Germain qui dit ça, mais j'étais heureux de voir Lens, quoi. J'étais heureux de voir Fofana, j'étais heureux de voir les Lensois agresser les Parisiens. Tu devrais t'abonner au Stade Bollaert. Ouais, peut-être bien, c'est pas si loin que ça. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Une équipe qui a vraiment envie, une équipe qui joue au foot, un collectif, un coach Franck Hez, mais franchement qui met en place des choses maintenant depuis 2 saisons qui sont vraiment assez fortes. Et en face, t'as un football de stars qui ronronne, t'as pas d'effort. Effectivement, Vincent parlait de Pochettino. C'est pas une question d'en vouloir à Pochettino, mais encore une fois, quand Tuchel s'est fait virer comme un malpropre parce qu'il avait pas les résultats, je suis pas sûr qu'il jouait beaucoup moins bien que sous Thomas Tuchel. Franchement, je suis même convaincu du contraire. On nous a expliqué que Pochettino, il allait amener justement ce que ne savait pas faire Tuchel, c'est-à-dire quoi? Faire courir. Tu peux remettre les bandes de cette émission et beaucoup d'autres. Hein. On nous a dit, Pochettino, c'est lui qui va réussir à faire courir parce que lui... Comme il avait fait à Tottenham. Voilà, parce que lui, attention, lui, c'est pressing, c'est contre-pressing, c'est gegenpressing, c'est tout le pressing que tu veux. Écoute, je le vois encore moins que sous Tuchel, que sous Emery. Donc voilà. Est-ce qu'on peut être un peu nostalgique des années Laurent Blanc, où le PSG jouait bien pour le coup? Excuse-moi Alex, après je te laisse. En tout cas, que ce soit sous Laurent Blanc et sous Emery, moi je me rappelle de samedi à 17h où je voyais le PSG mettre des 4-0, des 5-0, des 6-0, marcher sur la Ligue 1. Ça aujourd'hui je le vois plus du tout, c'est même le contraire qu'on voit d'ailleurs. Alors, Alexis, j'ai parlé de Laurent Blanc après, mais c'est vrai que moi je reste plus méfiant sur l'image du PSG et sur sa première partie de saison. Comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de Sud-Américains qui sont au club, en attaque notamment. La plupart ont fait la Copa América, ils sont arrivés, la saison a commencé, tous les mois ils repartaient pour la Copa América, pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc en fait, cette première partie de saison pour les nouveaux joueurs, pour Messi notamment, qui découvre un nouveau pays, un nouveau pays, etc. Donc ça fait une première partie tronquée. Pochettino, les responsabilités sont partagées, mais attendons de voir un peu. Moi, j'attends de voir. Je pense que la période qui démarre là entre décembre-janvier, dans laquelle justement là il y a plus de déplacements, il y a plus de matchs internationaux. On va voir si ça donne quelque chose après. Je trouve que le jugement qui est fait aujourd'hui me semble un peu tôt par rapport au contexte. Et Pochettino, je suis pas ni fan ni pas fan. Je pense que le remplacer servira à rien. Mais l'année dernière, on disait par rapport à Tuchel dont tu parlais qu'il fallait un système clair et précis. Pochettino, quand on bat le Barça et le Bayern, il reste sur un 4-2-3-1. On en parlait avec, je crois que c'était Julien Cassar, mais il met Keane à droite par exemple. Donc au lieu de le mettre dans l'axe, alors que Keane à la base c'est pas un genre de côté, il garde un schéma clair. Là, tu lui colles Messi. Ils sont obligés de faire jouer. C'est normal de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé. Et il change son système en 4-3-3. Alors, est-ce qu'il n'est pas à l'aise, lui, avec le 4-3-3 ? Est-ce qu'il a du mal par rapport aux explications qui sont autres ? Mais je pense qu'il y a un problème physique derrière tout ça. Et donc, j'attends de voir ce qui se passera en janvier, que c'est un peu tôt pour juger. Je rappelle que le PSG est quand même largement en tête. Qu'il y a quand même un état d'esprit. Il y a quand même un état d'esprit favorable. C'est pas hasard si c'est Mbappé et Wijnaldum, les deux qui sont rentrés, qui mettent le but. À Metz, c'était Neymar et Hakimi. À Lyon, c'était pareil, Icardi qui rentre sur une passe de Mbappé à nouveau. Donc, il y a quand même cette volonté, cet état d'esprit qui me semble positif, même si c'est toujours un peu tard, mais qui me semble dans l'esprit de on veut pas perdre.
Même si ça marche pas à tous les coups, ils ont Vincent perdu. Duluc et Benjamin. Bah, moi, je trouve qu'un état d'esprit, 5 minutes par match, ça suffit pas, quoi. Ça suffit en Ligue 1. Parce que le différentiel de talent est beaucoup trop important. Mais en Ligue des Champions, si l'état d'esprit est pas là 90 minutes, c'est pas possible. Je suis d'accord, mais à City au Parc, par exemple, il était là. Non, mais City au Et Parc. à City au retour. C'est même pas un bon match, City au Parc. Le PSG fait même pas un bon match. C'est pas un super match, mais ils défendent collectivement. Il y a une équipe solidaire. Oh, vaguement, ouais, ils défendent un peu ensemble, mais dans le jeu, ça reste très pauvre. Manchester est plus dangereux. Enfin, voilà. Est-ce que Pochettino a renoncé à imposer ses idées et que son rôle, finalement, aujourd'hui, sa priorité, c'est de gérer son vestiaire? Mais de toute façon, aujourd'hui, 80% du boulot des entraîneurs, c'est du management, c'est pas de la stratégie. La stratégie, c'est 20%. Des fois, nous, on passe notre temps à parler d'organisation de trucs, mais c'est pas là-dessus que ça se joue. Ce qui compte, c'est le management. Ce qui compte, c'est est-ce que l'entraîneur est capable de convaincre les joueurs que son idée est bonne? Est-ce que l'entraîneur est capable de faire croire aux joueurs que l'idée vient d'eux? Est-ce que l'entraîneur est capable de... Et il y arrive là en ce moment, Pochettino? Non, bien sûr que non, il n'y arrive pas. Mais il y arrive plus ou moins bien. En plus, visiblement, les joueurs les massaient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet de Pochettino. C'est juste qu'on ne voit pas ses idées sur le terrain. Moi, j'ai suivi très près Tottenham en Angleterre pendant des années, parce que je suis proche d'Hugo Lloris et que j'ai vraiment beaucoup vu jouer Tottenham. J'ai dû voir jouer avec Pochettino, je devais voir jouer Tottenham 20 fois par an. Mais 20 fois par an, je voyais ce à quoi il voulait arriver et je voyais ce à quoi il est arrivé. Mais on ne le voit pas du tout à Paris. C'est ça qui Parce qu'il n'a pas les joueurs qui sont compatibles avec cette manière de jouer, cette intensité attendue. Oui, ou parce que le club est fait, ou parce que le PSG est peut-être un club qui est très difficile à gérer pour un entraîneur. C'est quand même pas un hasard si autant d'entraîneurs échouent. Peut-être que le PSG est un club où c'est la République des joueurs, où le fait que les joueurs aient une ligne directe avec la présidence et avec on va dire, avec les actionnaires principaux, ben c'est un poison pour l'entraîneur. Peut-être que l'entraîneur soit mieux protégé que ça par sa direction, mais c'est évident que Pochettino, tout Pochettino qui soit, il n'est pas plus fort que Messi, il n'est pas plus fort qu'Mbappé. Il est obligé de se plier à Messi et à Mbappé s'il veut faire passer une idée. Donc c'est très difficile à Tottenham, mais il n'était pas comme ça. À Tottenham, c'était lui le patron, point. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand il arrive, encore une fois, je me répète, même je me rappelle du physique. On nous disait, là, avec Pochettino, ils vont travailler physiquement, ils vont cracher. Notamment avec son fils. Voilà, exactement. Ça a été fait, ça n'a pas été fait. Il a renoncé tout de suite. Il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y arriverait pas. Moi, je m'interroge vraiment de l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que tous les coachs qui passent par le PSG, au bout d'un moment, effectivement, sont dans le renoncement? Tuchel, à la fin, il était là, il se traînait en attendant de se faire virer. Et j'ai l'impression que Pochettino, très vite, est rentré dans cet état d'esprit de veille. Il s'est mis en veille. Et c'est ce que tu as dit. T'as l'impression qu'il renonce, non pas parce qu'il n'a pas les joueurs. Tu peux pas dire ça quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain. Il a le plus bel effectif de la planète, je pense. Mais ça ne marche pas, il n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui fait que dans ce club, bon sang, le coach se met en pause? C'est incroyable. Mais regardez ce qui s'est passé cette semaine. Donc la semaine dernière, pardon. Donc lundi, Ballon d'Or. Mardi, tous les Brésiliens, les Argentins et gastro. Donc ils étaient à 4 grammes, il faut dire les choses. Ils n'avaient pas gastro. Dans le foot, quand vous avez gastro ou mal au dos, c'est qu'il y a autre chose. Donc ils avaient fait la fête avec... pour fêter le Ballon d'Or, et ça se comprend, mais du coup, voilà, ça explique le reste de la semaine. Ça explique aussi au fait que Mbappé ait du coup dû jouer le mercredi alors qu'il voulait se reposer, parce que les autres n'étaient pas en état, qu'il n'en était pas très content. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé sur le banc contre Lens, parce que quand même, il fallait le reposer. Mais dans un club sérieux, le Ballon d'Or, même Messi, il a peut-être le droit de le fêter, mais pas à 10. Pas une semaine où il y a 2 matchs. C'est pas sérieux. Le fait que les joueurs puissent faire ça, qu'il n'y ait pas d'amende, pas de suspension, pas de dirigeants qui prennent des décisions, ça dit clairement où est le pouvoir. Et au PSG, le pouvoir, il n'est pas dans le bureau de l'entraîneur. Est-ce qu'il y avait des dirigeants du club mardi dans cette soirée J'ai aucune idée. Je suis pas sûr qu'ils aient l'âge. On parlait à l'instant de Kylian Mbappé. Encore une nouvelle passe décisive pour l'attaquant parisien. Déjà 8 passes et 7 buts cette saison en Ligue 1. Je voudrais vous proposer qu'on écoute un extrait de l'interview qu'il a accordé à Prime Video au micro de Thierry Henry, notamment sur les difficultés posées par son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de Monaco. J'ai commencé dans un football de transition. Dans une équipe où Monaco c'était un boulevard. On jouait, tout le monde nous laissait limite marquer. Ça jouait normalement. Je suis arrivé à Paris où c'est fini ça. Tous les week-ends c'est du 5-3-2. Personne vient nous chercher. Tout le monde attend le bus. J'ai joué à droite. J'avais jamais joué à droite. J'ai appris un nouveau football. T'apprends un nouveau statut. T'apprends un vestiaire.
J'ai appris un nouveau football, il dit Kylian Mbappé. Cette interview, elle est magnifique. Vraiment, enfin, on le sait, c'est vraiment pas une surprise et c'est pas nouveau. Kylian Mbappé, c'est un talent indescriptible et c'est une intelligence rare dans le football, quoi. C'est vraiment incroyable. Je trouve que ce gamin, parce qu'il a même pas 23 ans, il a un recul sur le foot, sur sa carrière, sur les attentes qu'on a envers lui, lorsqu'il explique finalement pourquoi il a échoué en équipe de France. C'est hyper intéressant de l'entendre dire que peut-être qu'il était un peu trop concentré sur autre chose et que derrière, quand il est revenu à la reprise du championnat, il a montré à tout le monde que c'était un joueur incroyable. Donc Thierry Henry lui pose une bonne question d'ailleurs. Il lui dit, est-ce que finalement c'est pas toi le patron du PSG? Est-ce que c'est pas la solution finalement? Ouais, parce que Neymar finalement ne l'a jamais été, Messi ne l'est pas encore, même Messi est évidemment un patron de par son aura et son statut. Neymar l'a jamais été vraiment? Ou très peu, trop peu. Il a été très absent, trop absent. Et finalement, Kylian Mbappé, il est constant, ultra constant. Il a eu un début de saison un peu compliqué, on lui est bien tombé dessus. Mais est-ce que finalement le patron de cette équipe, c'est pas Kylian Mbappé? Est-ce qu'il faudrait pas assumer de le mettre dans cette position? La question de Thierry Henry me paraît assez juste. Vincent, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview Mais c'est une interview passionnante entre deux gars qui savent parler du foot magnifiquement. J'ai eu la chance de faire quelques interviews de Thierry Henry, c'était toujours passionnant. J'ai eu la chance de faire la longue interview de Kylian Mbappé qu'on a faite dans l'équipe il y a 1 mois ou 1 mois et demi, d'ailleurs qui a déclenché sa bonne période. Alors c'est pas parce qu'il a parlé dans l'équipe, c'est parce qu'il a parlé. Voilà. Je pense que d'avoir parlé, il a posé un fardeau et que ça l'a allégé. Il y a à la fois le côté je m'allège de tout ce que j'ai à dire et le côté maintenant que j'ai parlé, il faut que j'assume. Vous êtes le psychologue de Kylian Mbappé? Non, pas du tout, mais je trouve que c'était assez sensible. Mais ce jour-là, donc on a fait 1 heure d'interview et 1 heure de discussion off avec mes 2 camarades de l'équipe, José Barroso et François Verdonnet, avec qui on a co-signé l'interview. Et c'était passionnant. Il parlait de foot, à la fois comme un enfant et puis comme quelqu'un qui a un recul incroyable. Donc on retrouve tout ça. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui parle du foot beaucoup mieux que la moyenne. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio.